Alors, nous allons entendre maintenant Madame Camus-Charon et Madame Collat. Donc, Marjorie Camus-Charon, qui est là, est psychologue spécialisée en neurodéveloppement à Nantes, en cabinet et en hôpital de jour. Elle a auparavant été enseignante et psychologue à l'Éducation nationale. Elle est auteure de 2 ouvrages, J'ai des 10 dans ma classe et J'ai rendez-vous avec les parents, parus tous les 2 chez Debuck. Et Madame Virginie Collat est psychologue en TCC et en thérapie ACT. Elle exerce en cabinet libéral à Nantes aussi. Elle est auteure de Je suis haut potentiel et je vais bien, paru chez Henrik B. Éditions. Elles vont vous parler de l'effet positif de l'accélération du cursus scolaire perçu par le jeune, par l'enseignant et par les parents. Effet positif notamment quand il est fait dans les premiers temps de la scolarité et positif sur l'équilibre thymique de l'élève et comme prévention contre les désinvestissements et les dysrégulations dans les compétences émotionnelles. Voilà, ça marche, super. Merci de nous recevoir et nous sommes honorés de passer après des interventions d'une telle qualité. Nous allons donc vous parler aujourd'hui de l'accélération du cursus scolaire, autrement dit le saut de classe. Ah non, c'est pas le bon diaporama. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là, il y avait quelques modifications, mais on part sur celui-là. Ouais, moi, je sais pas, il n'était pas enregistré, c'est bizarre. Anna et la régie et tout le monde. Donc, je reprends le propos. Nous exerçons en cabinet libéral et pour ma part aussi en institution, enfin en hôpital de jour. Et nous constatons, nous recevons des enfants qui sont parfois en situation d'ennui. Alors, on a tous connu l'ennui scolaire, vous avez tous en tête des moments de lassitude pendant les cours, où vous avez griffonné sur le coin de votre cahier, mais nous, on rencontre vraiment des jeunes qui sont en état d'épuisement par l'ennui. Donc, on s'est posé, étant donné que ces jeunes n'ont pas plus de pathologies, comme on l'a vu tout au long de la journée, étant donné qu'ils n'ont pas plus de pathologies de symptomatologie anxieuse à la base, on s'est demandé pourquoi ces jeunes, performants scolairement ou déjà repérés à haut potentiel, présentaient des difficultés émotionnelles majeures. On nous parle parfois d'hypersensibilité, ça fait partie des plaintes qu'on a. On a un jeune également qui a pu venir, je vais vous donner un exemple pour vous illustrer, qui a compté les dalles du plafond, puis après il a compté les dalles du sol, il a commencé ensuite à compter les joints des carrelages, donc les tocs s'installent et on s'est demandé mais comment est-ce qu'on en arrive à de telles situations? Donc, pour nous, globalement, l'accélération du cursus scolaire, le saut de classe, est véritablement un enjeu qu'il faut considérer comme un facteur de bien-être, un facteur de protection dans le bien-être de la personne. Alors là, je vais partir vraiment de notre expérience de terrain, que ce soit en cabinet ou en libéral. On a des demandes qui arrivent en cabinet ou en hôpital ou à l'éducation nationale. On a des demandes qui arrivent autour d'anxiété, de refus scolaire, vraiment de phobie scolaire, d'enfants agités, impulsifs et à nouveau cette préoccupation autour de la sensibilité exacerbée, d'un sentiment d'injustice exacerbé, etc. Et parfois, on nous dit, voilà, ils sont sans doute HPI. Tous ces symptômes, finalement, seraient encore significatifs d'un profil HPI, ce qui est, comme on l'a vu, une croyance. Alors, pour partir très concrètement, j'exerçais dans un RASED. Donc, un RASED, pour nos auditeurs, nos amis belges qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. On a un terrain, une circonscription, avec un certain nombre d'écoles. Donc, sur le terrain au nord de Nantes où j'exerçais, on avait environ 2180, 2200 élèves du premier degré, pour lesquels annuellement je recevais 250 demandes d'aide de la part des enseignants.
Donc, les enseignants m'interpellaient pour des élèves en difficulté d'apprentissage, d'acquisition ou de comportement. Parmi ces élèves, en effet, 17%, un peu plus de 17% étaient épinglés avec un comportement problème. Parmi eux, une toute petite proportion faisait l'objet d'une interrogation de l'enseignant quant au rythme. Est-ce qu'il est dans sa zone? Alors, Nathalie Claubert a parlé d'une zone de développement au niveau émotionnel, mais là, c'est la même idée. Est-ce que cet enfant est dans sa zone de développement proximal, hein, pour ne pas citer Vygotsky, mais est-ce qu'il est bien à sa place finalement dans les apprentissages? Et en libéral, on retrouve un peu les mêmes problématiques avec des demandes de suivi qui émanent des jeunes eux-mêmes, des familles, avec un adressage des associations, puisque voilà, les associations font déjà un premier débroussaillage et nous envoient les jeunes avec des demandes de bilan pour expliquer à nouveau, enfin voilà, pour venir éclairer un fonctionnement particulier. Donc en France, hein, comme dans d'autres pays, il existe 3 modalités d'intervention pour les élèves brillants ou à haut potentiel intellectuel pour répondre à leurs besoins en termes d'apprentissage. On peut intervenir sur le contenu, hein, adapter certains contenus ou certaines méthodes d'apprentissage. On peut aller aussi sur l'intervention sur le niveau, avec l'accélération du rythme, le décloisonnement ou l'accélération du cursus, c'est-à-dire le saut de classe. On peut intervenir aussi sur la modification du contexte, avoir des classes dédiées aux élèves à haut potentiel intellectuel, pratiquer l'instruction en famille ou la scolarité hors contrat. Alors, la mesure privilégiée par l'Éducation nationale, c'est la différenciation. La différenciation, c'est adapter les contenus selon le niveau de l'élève dans des classes qui peuvent être très hétérogènes, où les enseignants vont proposer des tâches et des supports variés pour aller vers la même compétence. On peut se retrouver aussi avec des élèves qui vont vivre ces apprentissages de façon assez autonome et parfois en dehors du groupe classe. Alors nous, on s'est interrogé sur les limites de la différenciation, savoir est-ce qu'elle répond aux besoins des élèves à haut potentiel intellectuel, sur leurs besoins de complexité, sur la rapidité d'apprentissage, et puis sur leurs besoins d'appartenance à un groupe. Et c'est comme ça qu'on en est venu à la question du saut de classe pour savoir ce qu'il en était concernant le saut de classe. Alors, comparaison n'est pas raison. On a fait un petit topo de ce qui se dit au Canada et aux USA. Hein. Donc, selon les études que nous avons consultées, le saut de classe est une mesure complètement efficace pour eux en termes de bien-être pour l'élève. Donc, ils ont un niveau de bien-être identique à leur père, voire supérieur. Également, il y aurait une influence sur la créativité. Alors, pour les anglo-saxons, hein, c'est une condition nécessaire, mais qui est non suffisante, puisque eux aussi préconisent, mais en plus de ce saut de classe, des adaptations des modalités pédagogiques, et puis surtout favoriser les échanges, les interactions entre pairs, donc avec pairs, c'est-à-dire d'autres enfants, pas nécessairement des HPI, mais en tout cas pour développer la coopération. Alors, ce qui est intéressant est qu'on n'a pas beaucoup dans les demandes qu'on reçoit, que ce soit en cabinet ou que j'ai pu recevoir dans le cadre de l'éducation nationale. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils partent vraiment du placement développemental approprié. Donc, est-ce que l'élève est bien nourri correctement? Est-ce qu'il n'est pas en hypostimulation intellectuelle? Est-ce qu'il est voilà, dans sa bonne zone de développement. Et ça, c'est vraiment un point qu'on a retrouvé dans beaucoup d'études en Amérique et au Canada. C'est vraiment un point de départ pour eux, c'est de partir des besoins de l'élève, en fait. Donc, globalement, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le saut de classe aux États-Unis, il ne fait plus vraiment débat. En fait, hein, les études s'accordent pour dire que c'est voilà, une mesure qu'il faut considérer d'emblée. Donc, on s'est intéressé aussi aux études en France et en Europe. Hein. Alors, nous, on a répertorié 51 études dédiées aux classes dédiées pour élèves à haut potentiel intellectuel qui montraient des effets positifs et neutres hein, sur l'intégration des élèves, sur leur régulation émotionnelle et sur le maintien de bons résultats.
On a trouvé aussi 11 études sur le saut de classe avec les mêmes effets positifs. Et puis une étude longitudinale qui est suisse, là, qui porte sur 17 ans, qui met en évidence aussi des effets positifs tant sur le plan scolaire que sur le plan socio-émotionnel. Hop, je suis revenue en arrière. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est effectivement pourquoi il y a une régression du pourcentage de saut de classe entre les années 70, qui était entre 6 et 20% selon les filières, qui est passé autour de 2,7% dans les années 2000. Alors, on n'a pas trouvé de chiffres au-delà des années 2000, mais effectivement, c'est notre question. Pourquoi cette diminution du saut de classe alors que tout le monde s'accorde à mettre en évidence que les effets sont plutôt très positifs? Alors, comme nous constatons que ça crispe souvent les relations famille-enseignant, que ça peut crisper les relations psychologue-libéral-enseignant, que ça pose beaucoup de questions, on est retourné voir des jeunes qu'on avait accompagnés dans le saut de classe, alors que ce soit des jeunes dans l'éducation nationale, que j'ai vu moi dans le cadre de l'éducation nationale et à qui j'ai proposé une accélération du cursus scolaire, ou que ce soit dans le cadre de nos cabinets. Donc, il y a des patients qui sont venus nous voir à un moment donné, mais qui, au moment où on les a recontactés, n'étaient plus consultants. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'ils ont pendant un temps, un épisode de leur vie, été consultants, mais ne le sont plus. Alors, je tiens à dire que là, encore une fois, ce sont des élèves qui ont été, enfin des élèves, des enfants ou des adolescents repérés à haut potentiel intellectuel ou simplement brillants. C'est-à-dire que certains dans l'éducation nationale, je n'ai pas proposé les tests. J'ai regardé simplement en termes de besoins, en termes de performance et voilà, de bien-être. J'ai évalué si le saut de classe là pouvait être profitable pour eux et j'ai remis un avis favorable. Alors, le saut, il est motivé par une anxiété, un ennui profond, qu'on met parfois plusieurs séances objectivées avec l'enfant, parce qu'il est très rare qu'un enfant de 7 ans nous dise « je m'ennuie atrocement, c'est affreux ». Voilà, on a des enfants qui peuvent nous dire « le temps passe très lentement, mais je ne le dis pas car ce ne serait pas gentil pour la maîtresse ». Donc voilà, on a plutôt quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est à nous là de débroussailler, puis de voir un petit peu à quoi correspond l'ennui, l'anxiété ou le perfectionnisme négatif, qu'on peut avoir aussi des enfants qui sont focalisés sur la moindre erreur, et puis ces enfants qui ont des comportements problèmes, qui vont mettre le bazar en classe, malmener un peu le groupe classe. Et puis on a, dans les meilleurs des cas, des élèves qui sont plutôt tout à fait scolaires même, et qui sont repérés pour leur performance élevée. Alors on est retourné voir ces jeunes et on leur a demandé quels étaient, selon eux, les effets du saut de classe, comment ils percevaient ce saut avec le recul. Alors, pour tous, il y a une baisse de l'anxiété. Après le saut de classe, on était beaucoup moins anxieux, voire plus du tout anxieux. Cela a apporté aussi une amélioration dans leurs relations sociales, relations avec les camarades, mais aussi relations avec les enseignants. On a une baisse de l'ennui intellectuel avec le retour de la stimulation intellectuelle. Et puis, eux l'expriment, notamment les collégiens et les lycéens qui ont été interviewés, l'expriment en disant c'est vraiment le retour de la motivation qui a été pour moi un facteur de réussite. Et les jeunes nous parlent aussi du temps gagné. Alors, il y a quand même des effets négatifs qui sont observés, puis vous allez voir que c'est surtout externe, ce n'est pas tellement vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est la pression, donc ils ont perçu, alors je dis bien ils ont perçu parce qu'on ne sait pas si tel est le cas, mais ils ont perçu en fait des attentes très grandes de la part des adultes. Ils ont aussi reçu ce saut de classe comme un cadeau. Et ils évoquent quelque chose pour lequel ils seraient redevables. Et il parle aussi des biais dans la représentation des enseignants, avec des remarques qu'ils ont vécues comme maladroites ou des maladresses avérées. Donc, ça, tu devrais savoir, tu as sauté une classe. Donc, ce genre de commentaire qui a pu être un peu blessant, mais qui part peut-être simplement aussi de croyances enseignantes sur le profil HPI. Et puis, tous parlent d'autocompétition. Donc, ça rejoint un peu ce qui a été dit aussi auparavant avec la recherche d'excellence. Donc, à une volonté de se dépasser, dont certains ont pu nous dire c'est chouette, mais quand même, globalement, c'est un peu pesant d'être toujours dans la recherche d'excellence. Alors, quand on va un peu plus en détail, donc on a travaillé là vraiment par analyse textuelle, on a dégagé des univers de référence
c'est-à-dire un ensemble de mots pour lequel le jeune, les jeunes expriment un certain nombre de mots qui créent un univers de référence. Alors, le premier univers de référence, c'est la notion de problème. Donc, toute une série de mots autour de la notion de problème, comprendre, problématique, prof. Donc, tout ça est associé à la relation avec l'enseignant dans le débat que ça a pu susciter autour de oui ou non, faut-il sauter une classe. Donc, en gros, c'est le côté tergiversation qui a été un peu difficile à vivre pour eux, ou en tout cas quelque chose qui met en question en fait le regard que eux ont eu sur la personne de référence, puisque là, on sent que pour eux, l'enseignant est la personne de référence. Donc, certains ont aussi pu dire le regard du prof, voilà, c'était compliqué parce qu'il ne comprenait pas ce que je ressentais. Donc, on voit là l'importance, les études plaident toutes en faveur du rôle clé de l'enseignant dans le bien-être et le développement de l'élève, mais là, ça rejoint tout à fait ce qu'on a pu voir. Alors, on a également un autre domaine qui émerge de ces univers de référence. On a la notion de réussite. Alors, performance scolaire, anxiété de réussite, ça c'est vraiment des préoccupations, notamment chez les filles. Le stress de réussir, la peur de décevoir également. Donc, tout ça pouvait également entrer en jeu dans le discours des jeunes que nous avons rencontrés. Et donc avec aussi le stress induit, vraiment et associé toujours, oui, ça c'est important, à une envie exacerbée d'apprendre des choses nouvelles. Donc on avait peur de ne pas y aller, que ce saut de classe ne soit pas effectif, car nous voulions à tout prix apprendre plus. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et enfin, chez tous les élèves, je l'ai déjà un peu signalé, mentionné, il y a cette notion de mérite. Donc, c'est un cadeau reçu, on ne veut pas décevoir. Après coup, on est content, on est soulagé, donc on se sent redevable, on se sent obligé d'être conforme aux attentes, donc d'être le bon élève qui étudie bien ses leçons, etc. Et ce qui induit quand même une pression sur les jeunes. Alors, quand on va encore un peu plus en détail, là, on regarde les mots les plus cités et on a comparé, on avait les variables filles-garçons. Alors, chez les filles, on retrouve tout ce lexique autour de l'échec, de l'anxiété de performance, la peur, le stress et le manque de confiance. Alors, le manque de confiance en soi, mais aussi, j'avais peur de décevoir mon enseignant, donc je n'avais pas confiance en moi à cause de ça. Donc, ça, c'est vraiment tous les affects qui émergent dans le discours des filles. Alors, il faut tenir compte aussi du fait que les filles, selon les études, sont beaucoup plus encouragées à exprimer leurs émotions que les garçons. Donc, voilà, il y a sans doute un biais là dans notre approche, mais bon, en tout cas, c'est ce qui ressort des données. Pour les garçons, on avait des préoccupations beaucoup plus centrées autour des potes, des copains et surtout de la performance mathématique. Donc vraiment, c'était pas du tout, quand on a lancé sous Iramutech le programme, pour ne pas le citer, mais cette variable fille-garçon, on ne s'attendait pas à quelque chose comme ça, mais c'est ce qui est sorti. Et puis, on a regardé la manière dont les enfants et les adolescents percevaient ce saut de classe. Et là, en termes de mots qui sont les plus fréquemment cités chez les élèves de primaire, on a tout le vocable autour de la famille, ce qui est en lien avec la manière dont ils ont vécu la famille comme un lieu sécurisant, la sphère domestique comme un endroit rassurant dans ce contexte de saut de classe. Pour les adolescents, on avait au contraire plutôt un vocable tourné vers l'extérieur, vers les relations sociales, et ce qui est aussi tout à fait en lien avec le développement de l'enfant qui, à l'adolescence, gagne en autonomie et va vers l'extérieur. Et alors là, on avait vraiment deux aspects dans la relation. On a la relation avec les pairs, les relations paritaires, mais on a aussi la relation avec l'enseignant qui revient encore, qui est pour les jeunes un facteur supplémentaire dans leur engagement scolaire. Donc, même au collège ou au lycée, la relation à l'enseignant perdure comme un facteur de motivationnel, en tout cas au niveau affectif. Alors,
qu'est-ce que ça nous dit globalement tout ça? C'est que l'enseignement, l'accompagnement familial, il est prépondérant, la qualité de l'accompagnement familial est prépondérant dans l'encadrement d'un élève qui sauterait une classe. Il y a également le rôle de l'enseignant, mais ce qui ressort aussi de ces données, c'est qu'on peut sauter une classe en primaire et aussi au collège. D'ailleurs, dans notre échantillon, on avait deux enfants là, qui ont sauté une classe au collège, même 2 classes, hein, une au primaire et une au collège. Donc, on peut sauter, même si nous, dans notre pratique quotidienne, on se rend compte qu'on se heurte beaucoup plus à des résistances quand on dit bah, là, il faudrait un saut de classe, il faudrait qu'on envisage cette solution. Alors ensuite, on s'est intéressé au vécu des parents au moment du saut de classe. Alors on a reçu 16 questionnaires et l'initiative du saut de classe était d'origine différente, hein, puisque dans 3 situations, c'était à l'initiative du psychologue de l'Éducation nationale. 5 situations, ça venait de la part des enseignants, 7 des psychologues libéraux et 1 situation seulement venait des parents. La prise de décision est vécue comme difficile pour 10 situations sur les 38, sur les 16. Ouais. Alors, les causes, elles sont diverses. Elles sont souvent liées au manque de concertation entre les différents professionnels. Il y avait une difficulté à se mettre d'accord si décision du saut de classe ou pas, ce qui a généré beaucoup de stress et d'angoisse de la part des parents. Et puis, la période du saut de classe qui pouvait apparaître au collège, qui était peut-être plus difficile à prendre à ce moment-là si elle se faisait au collège par rapport aux relations aux autres. Concernant la perception du saut de classe de la part des enseignants, nous avons eu seulement 9 questionnaires en retour. Les constats sont là aussi positifs, hein. Les enseignants reconnaissent un bien-être de la part des élèves et puis une meilleure coopération en classe vis-à-vis des pairs. Le niveau scolaire reste bon, voire très bon jusqu'à excellent. Et certains vont évoquer parfois des difficultés graphisme ou d'organisation et une certaine anxiété chez les filles. Et puis, on a interrogé les parents sur le saut de classe des années après ce saut de classe. Il reste des effets positifs perçus par les parents sur le bien-être du jeune, mais aussi de la famille. Alors, on avait eu la chance de rencontrer des familles où la communication et les échanges étaient déjà très présents et puis il existait déjà une bonne régulation émotionnelle. Du côté du bilan des enseignants, donc des années après le saut de classe d'un de leurs élèves en classe, ils constatent une bonne adaptation en classe et une bonne coopération avec leur groupe de pairs. Maintenant, quand on leur pose la question sur leur avis sur le saut de classe d'une façon générale, là, les avis sont assez mitigés, puisqu'on va avoir 2 enseignants qui répondent être pour le saut de classe, un enseignant qui va être contre, et puis 6 qui restent sans avis, qui ne vont pas se prononcer sur le saut de classe. Alors ça peut poser un peu de question. On se questionne pourquoi, quand il y a une situation qui est vécue positivement au sein de la classe concernant le saut de classe, pourquoi ça paraît une difficulté peut-être de donner son avis quant à la question générale du saut de classe. Alors, en résumé, on peut dire que le saut de classe, selon les 38 jeunes que nous avons interrogés, il est vécu comme positif, nécessaire. Aucun ne nous a dit, enfin tous nous ont dit plutôt, si c'était à refaire, nous le referions. Alors, je tiens à dire aussi que les 38 jeunes qui ont été choisis, on a donné une grande base de données, on a compulsé notre grande base de données et on a pris au hasard. Donc, c'est pas une méthode c'est pour ça qu'on parle d'études exploratoires, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, il n'y avait pas de biais de sélection de notre part en disant on va prendre ces familles-là parce qu'elles sont très sympas. On n'a pas eu ça et on a eu en effet on avait demandé à 40 et 2 ont refusé. Voilà, donc 2 ont refusé de participer pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la réussite du saut de classe. Alors, les effets positifs, ils sont perçus par tout le monde, l'enfant, l'adolescent, le parent ou l'enseignant. Pour nous, c'est vraiment une solution qu'il faut envisager pour répondre aux besoins du jeune.
besoin en termes développemental, en termes de stimulation intellectuelle. Hein. Voilà, on est sur le thème des hyperstimulabilités aujourd'hui, de la sensibilité, de la haute sensibilité. Là, on est vraiment sur cet axe de dire qu'il faut aussi regarder le potentiel de l'élève et aussi son appétence pour les savoirs, pour l'apprentissage. Alors, bien entendu, on ne dit pas qu'il faut passer voilà, le Vademecum de 2019 envisage le saut de classe, Vademecum de l'Éducation nationale. Donc, nous, c'est une mesure parmi d'autres et on reste bien entendu prudente, c'est-à-dire qu'il faut en effet tenir compte du profil du jeune. Est-ce qu'il a envie? Est-ce que lui, il n'a pas d'autres centres d'intérêt qui font que le savoir scolaire, ce n'est pas du tout son truc? Est-ce qu'il y a des troubles associés? Là, je pense notamment au TDAH parce qu'on a quand même pas mal de jeunes qui nous arrivent pour un repérage HPI. Donc, il est agité en classe, c'est qu'il est HPI. Bon, en fait, on part plutôt sur une hypothèse de trouble de déficit d'attention. Donc, voilà, prendre en compte les troubles associés aussi, la dysgraphie. Est-ce que quand on a un élève dysgraphique et HPI, donc une double caractéristique, est-ce qu'on fait un saut de classe? Alors moi, mon ressenti est oui, avec les adaptations que cela nécessite. Et puis, on doit aussi tenir compte des biais dans nos représentations. Donc, les enseignants doivent aussi être accompagnés pour pouvoir faire évoluer leur vision des élèves, voilà, et ne pas s'attendre à avoir Audrey Fleurot dans leur pièce ou voilà, Rainman ou que sais-je. Donc, voilà, on considère, nous, quand on préconise le saut de classe, quand on donne un avis en ce sens, on prend évidemment contact avec l'équipe enseignante et on leur demande leur avis aussi, ça c'est essentiel. Hein, c'est un travail collaboratif, qu'on soit psychologue de l'éducation nationale ou en libéral ou en institution. C'est planifié, c'est accompagné, on ne tergiverse pas non plus un an, on ne fait pas des demi-mesures, hein, on vous a parlé de la différenciation au début, on arrive à des situations un peu paroxystiques où on a un jeune qui fait tellement de différenciation qu'il travaille à côté du groupe tout seul. Mais donc il est déprimé, à fleur de peau, il se sent très seul en fait. Hein. Et puis, voilà, comme je l'ai déjà souligné, c'est un travail d'équipe. On a vu aussi chez les parents le fait que le saut de classe pas bien vécu, finalement, c'est souvent parce qu'il y a un manque de collaboration, de coopération ou de concertation avec les enseignants. Donc là, encore une fois, on a quand même une vision qui est en train d'évoluer sur le haut potentiel intellectuel. Bon, on a maintenant l'hypersensibilité qui vient se greffer voilà, sur cela, mais en tout cas, en termes de formation, il faut pouvoir continuer à accompagner les psychologues, nos collègues psychologues en ville, en institution, et puis les enseignants. Merci. Alors, nous, on souhaite poursuivre l'étude de façon longitudinale et nous sommes ouverts à toute proposition. S'il y avait des associations, des professionnels de santé, psychologues ou autres qui seraient intéressés pour faire avec nous la poursuite de l'étude, c'est notre idée par la suite. Voilà, donc on laisse nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter. Merci pour votre écoute.